Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Dabarou TV. Nous sommes dans l'émission Déballage. Ça fait plaisir de vous revoir après quelques mois d'absence ici. Ce soir dans Déballage, on ne va pas commenter l'actualité, on va la disséquer. D'un côté, un homme, Romuald Wadayi, présenté comme l'incarnation d'une nouvelle génération politique avec un projet de société ambitieux. Mais derrière cette ambition, une question dérange. Sommes-nous face à une vision de rupture ou à une continuité? De l'autre côté, une opposition en pleine turbulence. La démission de Boni Yayi, les repositionnements de Nouréni Achadé et Eric Ondete et surtout des départs en cascade. Est-ce le signe d'un renouveau ou l'aveu d'un affaiblissement profond? Nous le saurons dans cette émission. Une chose est sûre, le jeu politique est en train de se redessiner. Et ce soir, on va poser les questions qui dérangent. Le projet de société de Romuald Wadayi est-il une vision crédible pour le Bénin ou une simple continuité du pouvoir actuel? Et du côté de l'opposition, que révèle la démission de Boni Yayi suivie d'une vague de départ? Crise profonde ou recomposition stratégique? Pour en débattre, ce soir, deux regards avertis se croisent. David Kaba, il est journaliste, analyste politique, habitué de ce plateau. David, bonsoir. Bonsoir Barnabas, bonsoir chers téléspectateurs internautes de Dabarou TV. C'est avec un grand plaisir que je viens dans ce siège flambant neuf qui fait la fierté des médias au Bénin. Barnabas, félicitations, tu ne fais pas de la dentelle. Merci beaucoup mon cher. Edouard Dodé, il est journaliste, il est promoteur du journal Le Grand Regard. Edouard, merci de nous rejoindre. Oui, merci beaucoup Barnabas Orkouma. Bonsoir à nos chers téléspectateurs, surtout les internautes qui aiment cette émission, surtout à travers leurs commentaires. Nous savons que c'est pas une émission qui passe inaperçue sur les réseaux sociaux. Vraiment, je tiens à vous dire merci, chers téléspectateurs, et également emboîter la prépa à David pour féliciter toute l'équipe de Dabarou parce que nous sommes à votre nouveau siège. Vraiment, c'est impressionnant ce que nous voyons ici. C'est intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, nous faisons tout pour pouvoir satisfaire nos internautes, pour pouvoir leur offrir le mieux qui puisse exister. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets brûlants. On va parler du programme de société du candidat Romuald Wadayi et on va parler du parti de l'opposition, les démocrates. Et pour entrer dans le vif du sujet, Romuald Wadayi propose aujourd'hui un projet de société qui se veut structurant, ambitieux et tourné vers l'avenir. Mais une question centrale se pose. Monsieur Kaba, lorsqu'on analyse froidement ce projet de société, quels sont les nouveaux axes que vous relevez? Qu'est-ce qu'il présente de nouveau, selon vous? Merci Barnabas pour cette question. Je crois qu'il a si bien dit. Son programme incarne la beauté de la continuité. Ce programme a présenté d'abord le bilan, comme pour confirmer ce qu'il dit, a présenté d'abord, quand vous lisez les 65 pages, il y a d'abord le bilan des 10 ans, oui. Et il propose maintenant les perspectives pour son septennaire à lui. Oui. Élément nouveau. Continuité, c'est après une croissance au niveau macroéconomique, c'est de territorialiser la croissance. Et permettez-moi de mettre une pause là-dessus. C'est quand même, je suis spécialiste des questions de décentralisation. Alors, je vais survoler rapidement les deux autres points. Il a planté le décor sur la lutte contre l'extrême pauvreté. Il a insisté dessus. Il a insisté dessus. La croissance l'a ramené maintenant au niveau des ménages, oui. Au bas niveau. Alors, deuxièmement, c'est aussi le côté sanitaire, où il dit, il souffre que des gens perdent la vie à cause de toutes les tracasseries qu'il faut avant de les prendre en charge. Avant de les prendre en charge, et surtout, pour des questions d'argent que certains perdent la vie, oui, et la vie. Donc, voilà un peu pour moi les points non, maintenant je reviens dans le domaine, dans le secteur de la décentralisation, de la gouvernance locale. Oui. Il dit, nous allons organiser la gouvernance locale autour de 6 pôles. Je suppose que nous allons là à une deuxième échelle de la décentralisation. C'est-à-dire la régionalisation, puisqu'on parle d'une agence régionale de développement territorial qui sera pilotée
depuis le palais. Je ne suis pas très d'accord, je reviens dessus. D'accord. Mais pour l'instant, ce que je comprends, c'est que il veut mieux structurer le développement au niveau local, qui est beaucoup orienté performance, résultat. Alors, 6 pôles de développement, et maintenant, au niveau des communes elles-mêmes, il propose quelque chose. C'est un contrat, un accord entre les communes Et le gouvernement. et le gouvernement. Et au sein de cet accord, il y a beaucoup de choses qu'il a expliquées. Mais ce qui est intéressant et pour moi, c'est les axes, sinon les points pour le développement, sur lesquels il a insisté pour le développement au niveau des localités. Il dit innovation, industrie locale, artisanat, oui, agriculture. Agriculture. Et en plus de cela, il faut maintenant un élément spécifique de cette commune-là Oui, oui. qu'ils vont accompagner. Comme par exemple une commune, un village touristique. Oui. Alors, moi je pense que quand j'analyse son projet de société, ce monsieur, c'est le Mozart de la finance. Et celui qui a pu l'illustrer, je n'ai pas lu l'article, mais j'ai vu la une, celui qui a pu l'illustrer à la perfection, c'est le journal Matin Libre. Je ne fais pas de la publicité, excusez-moi. Mais quand vous voyez le une, c'est écrit quoi? El Professeur. El Professeur, c'est qui? Dans la série Casa del Papel, c'est le cerveau même de toute l'opération. Ouais. C'est l'héroïne, c'est le héros même du film. Alors, ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif, c'est plutôt un compliment. J'en viens pour dire, un peu comme je pensais, je le disais en rigolant avec des amis, je pense que ceux-là qui portent des lunettes sont généralement des surdoués. Oui. Et regardez, le lien avec le professeur, c'est quelqu'un de apparemment timide. Oui, très timide. C'est quelqu'un qui est efficace mais qui parle peu. Oui. À première vue, on ne le soupçonnerait pas d'une telle intelligence. Et regardez, il est comme, m'excusez, un enfant. Oui. Je vous dis, c'est un technocrate, un vétéran de l'économie. Et ça, on a pu le remarquer dans la présentation qu'il a faite. Vous voyez, c'était un standing ovation lorsqu'il a terminé. Ah oui. Ce n'était pas par hypocrisie, ce n'était pas par encensement. J'y étais, mais tout le monde a été emballé. Mais je vous dis, les grands absents, malheureusement, c'était Boni Yahi et toute sa cohorte, qui ont manqué l'occasion de vivre, de vivre émotion cette présentation de ce digne fils du Bénin. Alors, Edouard Dodé, votre vis-à-vis semble épouser entièrement ce que Wadayi propose et vous, sans vouloir qu'on aille d'abord dans ce que vous n'appréciez pas, tout de suite, quand vous avez suivi cette présentation du projet de société de Wadayi, qu'est-ce qui vous a captivé, qu'est-ce qui vous a intéressé? Merci beaucoup, Benamba Soroukoumant. Je remercie David pour sa démonstration majestueuse et beaucoup plus qui est beaucoup plus empreinte de langage que je vois beaucoup plus politique que analytique. Quand moi j'ai suivi la présentation du projet du candidat Romel Wadayi, j'ai salué d'abord le style du candidat dans la présentation qui était très libre, qui quelque part démontre combien il maîtrise son sujet, combien il maîtrise ce qu'il propose pour chaque Béninois. Mais quand je prends le format de la présentation, je suis un peu déçu parce que je vois à travers la présentation, ça peut être une erreur de ma part, toujours l'échec de la réforme du système partisan parce que les partis politiques n'étaient pas du tout visibles dans la salle parce que on n'a pas de logo d'un parti politique. On a vu seulement le logo de Patrice Talon en 2000, ce qu'il a mené en 2016. C'est à croire que aujourd'hui les partis politiques semblent être totalement mis de côté et c'est le candidat seul qui va. C'est le président, c'est lui le candidat, c'est à lui les Béninois vont. C'est celui que les Béninois vont porter leur choix. Mais nous sommes dans un système où on nous a promis que désormais ce sont les partis politiques qui feront l'affaire.
Mais arriver on nous présente un candidat qui sort un projet qui n'est pas le projet d'un parti politique. Je crois que quelque part, cette présentation donne l'impression que la réforme du sympathisant, cette réforme n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous dit que ce projet n'est pas épousé par les partis politiques? Non, quand vous voyez déjà la forme, je parle du format de la présentation. Nous étions ici quand le président et quand le candidat est venu pour qu'il soit présenté au peuple, c'était les partis qui l'ont porté. C'était le choix des partis politiques. Donc, moi, je m'attendais à ce que ça soit le projet des partis politiques. Pour ainsi, Edouard Dodé, oui. on va parler voilà, revenons sur à la pertinence du projet. À la pertinence du projet, contrairement à ce que disait David, je ne vois pas de nouveauté. De tout ce qui est posé, je n'ai pas vu de nouveauté. Au contraire, j'ai noté quelques reculs. J'ai trouvé qu'il y a de très bonnes intentions par rapport au projet de société. Et c'est d'ailleurs, ça ne peut pas être le contraire. Quand vous prenez tout ce qu'il y a comme projet de société, j'attends celui du duo FCB. Vous allez voir que c'est la même chose. C'est toujours des promesses. Et nous sommes au Bénin où un acteur politique, Emila, dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc, c'est des promesses, nous sommes à l'étape des intentions, des belles paroles. Mais quand vous entrez dans le fond de chaque proposition, la question sur leur faisabilité se pose. Et sur cette question, quand moi j'ai feuilleté le document, je n'ai pas trouvé de réponse tout de suite à cette question-là. Contrairement au projet de Patrice Talon en 2016, que j'ai eu aussi le plaisir. Jusqu'à présent, j'ai gardé le document sur moi que j'ai savouré. Et aujourd'hui, j'évalue les résultats de Patrice Talon. Et tu fais le bilan. Voilà par rapport à ce projet. Mais ici, nous avons beaucoup plus de la théorie et de la promesse. Non, est-ce que un projet, c'est pas une promesse? Non, c'est une promesse. Non, un projet, c'est une promesse, voilà. Mais c'est une promesse réaliste. C'est-à-dire, on propose des pistes de réalisation de ce projet. Non, je prends quelques aspects de son intervention, oui, où il a parlé, par exemple, parce que tout à l'heure, j'ai dit que moi, j'ai noté des reculs. Quand on parle de la régionalisation du développement, oui, où nous sommes dans un système de décentralisation. Oui. Et cette régionalisation, ça ne commence pas ça ne va pas commencer par le président Wadaï, s'il est élu. Parce que nous avons déjà commencé avec les mairies qui sont pratiquement sous tutelle des préfectures. Non, des SE indirectement. Oui. Indirectement, non. Administrativement, que les maires sont sous tutelle des préfets. Oui. Mais de manière pratique, dans la pratique, ce ne sont pas les préfets en réalité qui décident, que ce ne sont pas les maires qui décident, ce sont les SE qui gèrent les communes. Déjà, nous avons commencé par, cette régionalisation a commencé par là, puisque les SE... Est-ce que ça, c'est une régionalisation? Non, les SE, ça dit quoi? L'arrivée des SE, c'est une régionalisation? Non, pas la régionalisation, c'est pas... Non, c'est le début, non, c'est le début de la régionalisation. Moi, je vois ça plutôt... Non, laissez-moi, de David Kaba, laissez-moi aller journaliste au seul journal décentralisation au Bénin. Je pense que, et ça, David va dire ce qu'il en pense, l'arrivée des secrétaires exécutifs vient faire une séparation de pouvoir. Le pouvoir exécutif a été séparé du pouvoir politique. Ce n'est que ça. Et il n'a rien à avoir avec une décentralisation ou une déconcentration et tout cela. Non, je vous en prie, je ne suis pas contre votre lecture de la chose. Oui. C'est l'esprit qui semble être derrière cette réforme. Mais en réalité, quand vous êtes dans la pratique, qu'est-ce qui reste aujourd'hui au maire? Si ce n'est pas de signer et de parapher les documents. Il ne reste plus rien. C'est le SE qui gère. C'est bien le début. Je ne dis pas que c'est bien la régionalisation, oui, mais c'est le début de la régionalisation. Parce que aujourd'hui, les grandes décisions qui concernent les mairies sont prises ailleurs qu'au sein des mairies. Je vais vous donner un exemple tout simple pour vous montrer que cette régionalisation a commencé depuis longtemps en dépouillant la déclaration de sa substance par les grands travaux que le régime actuel a entrepris. Et vous allez constater que c'est après que le régime ait lancé les enquêtes, tout ce qui sera fait, les études, voilà, dans le cadre de ces réalisations, de ces projets, de ces grands chantiers, que le chef de l'État a reçu les maires. La première partie, il a reçu les maires du Grand Locoué, qui sont concernés par la plupart de ces projets.
Et c'est là qu'on explique que non, désormais, l'État va fonctionner en partenariat avec les mairies. Donc, il y aura une convention que les mairies vont signer avec l'État central. Vous voyez, déjà quelque part, ça accroche. On a déjà commencé la mise en œuvre de ces grands projets par les études. Et c'est lorsque on voulait lancer la phase de l'appel d'offres que le chef de l'État a compris que non, il faut associer les maires. Et dans l'association, en dehors de cette phase protocolaire, dans la pratique, les maires n'ont pas été associés en tant que tels. Tout se déroule. Quand vous prenez les grands chantiers aujourd'hui, les rues qui sont en construction, les marchés qui sont en construction, les mairies n'ont pas du tout, ne sont pas impliquées, les communes ne sont pas impliquées dans la réalisation. Quand c'est comme ça, déjà, on enlève à la décentralisation tout ce qu'il a de plus important, et aujourd'hui, c'est depuis, comme vous l'avez dit dans votre intervention, c'est depuis la présidence qu'on gère les communes. Et quand c'est comme ça, c'est déjà le début de la réalisation que propose pour finir. Parce que il faudrait qu'on évolue dans le débat. Voilà. Il ne faudrait pas que je revienne encore sur certains aspects de l'intervention de David. Quand on parle le côté sanitaire, où on propose que des citoyens ne meurent plus pour des besoins de formalité, ou pour des frères, des petits frères qu'on doit déposer avant qu'on ne touche aux malades. Je vois que c'est une très belle proposition. Et je crois que c'est ce que tous les Béninois attendent d'ailleurs. Tous les Béninois attendent ce que on puisse avoir un système sanitaire où lorsque vous êtes... La vie soit prioritaire. La vie soit prioritaire. Mais avant d'en arriver là, est-ce qu'aujourd'hui, ou dans le projet de société, est-ce qu'on nous a parlé de l'état du personnel sanitaire? Tout récemment, nous avons vu ce qui s'est passé avec le drame de Lomé, au sein de Lomé. Nous avons vu le drame, ce que cela a amené. Et nous avons vu la réaction des étudiants en spécialisation qui sont en stage au niveau des hôpitaux. Vous voyez, ça démontre que le réel besoin, la grande préoccupation aujourd'hui de nos centres de santé, ce n'est pas d'abord qui prend soin ou les moyens des malades, mais c'est est-ce qu'il y a le personnel? Le personnel, c'est ce qu'il faut régler. Donc, quand on a parlé de ce problème-là, et qu'on va parler d'autres choses, et l'autre chose, avant de finir, avant de clore sur ce point, nous avons entendu dans ce pays le cri de cœur des dialysés. On n'a rien fait jusque-là. Mais on veut s'occuper, on veut maintenant s'occuper des urgences. Non, je crois que ça manque de réalisme sur ce projet-là. À ce point-là, ça manque de réalisme. Sur d'autres points, il y a des avancées que j'ai beaucoup saluées. Si on peut l'arriver, au plan sécuritaire, la proposition proposé, ce qui est proposé dans le projet de société, au plan sécuritaire, moi j'ai apprécié. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance et que la lutte contre le terrorisme ne soit pas seulement une lutte seulement. On va revenir dans les détails sur certains points du projet de société que j'ai mentionné dans la suite de l'émission. Alors, David Kaba, pensez-vous aujourd'hui que l'électorat a une certaine capacité d'adhérer à cette vision, de comprendre et d'adhérer à cette vision de Romuald Wadagni? Absolument. Oui. Parce que tout est fait dans ce projet pour le bonheur. Et lorsque je prends par exemple le volet sanitaire que Edouard Adodé a essayé de battre en brèche tout à l'heure, comme quelque chose de chimérique, d'irréalisable. Pour moi, c'est pas normal. Parce que nous avons ce qu'on a exemple, c'est que le gouvernement a appelé dans le projet de société qu'il a lu et qu'il a apprécié, Arche. Le projet Arche. Le projet Arche, sa phase pilote a été lancée en 2018. En 2021, il a eu sa généralisation. Nous sommes à 2 pas de la maison des artisans. Je vous prie d'aller là-bas et de demander combien d'artisans bénéficient déjà des avantages du Arche. Parce que je ne sais pas si il faut le rappeler. C'est un programme qui est destiné aux plus démunis et donc aux plus vulnérables. Quand on parle d'extrême pauvreté et qu'on dit désormais, il est impossible que des gens, pour des tracasseries administratives, pour le manque de moyens, qu'ils perdent la vie. Font des accidents, ils n'ont pas le parent à côté. Il faut attendre que le parent vienne avant de soigner. Alors, je vais vous dire un petit truc. J'ai eu
heureusement, et Barnabas, vous le savez, mon cousin qui est rentré d'Italie le week-end. On discutait, je lui ai posé 2 questions. Cher cousin, dis-moi, après avoir vécu plus de 25 ans au Bénin, tu es parti en Italie, dis-moi concrètement, pour toi, là, qu'est-ce qui coince dans le développement en Afrique? Il dit, mais c'est une question qui saute aux yeux. Et je comprends pourquoi des gens décident de ne plus rentrer au pays. La vie est facile là-bas. Je dis pourquoi et comment. Il dit, OK. Voilà, il propose une carte dotée d'une puce, certainement, pour pouvoir aller, pour pouvoir avoir une facilité de mobilité dans toute la ville, dans tout le pays. Il a proposé une carte. Vous rentrez dans tous les transports avec. D'accord? C'est-à-dire, vous faites un abonnement. Mais mon cousin me l'a expliqué, il m'a montré sa carte. Il dit, tu veux prendre le tramway, tu veux prendre le TGV, tu veux prendre le bus, même les vélos électriques. Il y a des endroits où c'est branché, tu vas, ta carte, tu montes dessus, tu vas arriver à l'autre point, tu charges et tu continues ton chemin. Il dit, la vie est facile parce que la mobilité n'est pas un souci. Tu peux quitter Malanville et aller travailler à Cotonou, 400, 700 km. Tu rentres le soir, il n'y a aucun problème. Il y a des bouchons, il y a toujours des moyens pour pouvoir circuler. Alors, son projet, pour moi, c'est un visionnaire. D'accord. C'est un Non, attendez, je vais deuxièmement à un endroit. Il dit aussi, écoutez, la paperasse là, c'est l'État qui fournit les papiers. Mais pour aller dans une banque, excuse-moi. Nous allons y revenir. J'ai énuméré certains points sur lesquels nous allons revenir de façon particulière. Donc, pour moi, que Edouard me dise qu'il n'a rien vu de nouveau, c'est à croire que il a musique. Parce que il est quand même journaliste, il doit savoir qu'il y a certaines choses qui ont été faites. Pour moi, je suis à l'aise dans ce concept de continuité. De société. Alors, Edouard Adodé, est-ce que vous pensez que les populations ont cette capacité de comprendre ce projet de société et d'adhérer? Je dirais que la capacité ne pose pas problème dans la compréhension, dans la lecture, la compréhension du projet de société, mais tout dépendra de la façon dont cela a été disséminé au sein de la population. Et c'est à cela que je reviens encore sur le format pour dire que j'aurais souhaité que le projet soit publié le plus tôt que possible, que à quelques semaines de la campagne. Là, il y a tellement de bruit parce que la campagne, c'est beaucoup de bruit. On n'arrive pas à avoir la tête tranquille pour aller en profondeur pour ce qui concerne les populations. Et là, les populations risquent d'être surprises plus tard par des choses qui sont prévues dans ce projet comme en 2016. Mais tu n'avais pas la connaissance. La connaissance. Donc, j'aurais souhaité, parce que c'est quand même après 10 ans qu'on arrive à trouver le dauphin. Donc, on devrait faire un travail minutieux fait depuis des années et même disponible très tôt. C'est en cela que j'apprécie beaucoup le système chinois que j'étudie depuis quelques années. Vous savez, avec le PCC, le Parti communiste chinois, le projet est fait sur des décennies, un peu comme notre Alafia 2060. Donc ici, le parti a sa vision. Et c'est pourquoi il disait, j'aurais souhaité que ce soit les partis politiques qui portent la vision de projet et non le candidat lui-même. Tout à l'heure, j'ai suivi David avec les éloges, toutes les fleurs qu'il a jetées au candidat. Je crois que c'est bien, c'est méritant, mais est-ce que c'est le candidat à lui seul qui construit le pays? Non. On doit pouvoir sentir que c'est un travail de groupe, c'est un travail porté par une équipe et non pas le candidat lui seul. Alors, parce que il est un homme, il peut avoir ses insuffisances, donc il faut que ce soit un groupe pour qu'on puisse combler les insuffisances du président quand il sera élu. Donc, pour revenir à la question à un aspect de la question précédente faite à David, sur la question du projet H. C'est un projet très intéressant que j'ai beaucoup apprécié dans le projet de société de Patrice Talon, mais dans l'exécution, je pense que ne sont pas satisfaits. Parce que on ne sent pas la généralisation de ce projet. Quand vous voyez le nombre d'artisans qui ont été touchés par ce projet par rapport à la marée que nous avons en matière d'artisanat au Bénin, c'est insignifiant.
C'est insuffisant, c'est quelques 2000, 3000 personnes qu'on réunit, à qui on donne des formations spontanées. Cela ne change pas grand-chose dans le quotidien de l'artisan. Aujourd'hui, le menuisier continue de travailler comme il a travaillé depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans. Ça n'a pas changé. Le frigoriste continue de réparer les frigos de la même manière. Donc, il n'y a pas eu d'amélioration. Et quand vous prenez même le volet sanitaire de projet H, et c'est ce qu'on doit corriger. Cela n'impacte pas. Combien de Béninois ont la carte? Combien de Béninois ont la carte pour se rendre à l'hôpital? Je parle de ceux-là qu'on catégorie dans la catégorie des formalités. Pour finir, David, un mot sur le projet, toujours le projet H. On nous a parlé de la lutte contre l'extrême pauvreté déjà dans l'arche de Patrice Talon. Et cela a commencé depuis 2-3 ans. Où de l'argent est injecté. On distribue de l'argent à des foyers identifiés comme... Oui. Mais dites-moi, de vous à moi, est-ce que vous connaissez des gens qui en bénéficient? Moi, j'en connais. Moi, j'en connais, parce que j'ai eu des enquêtes où j'ai touché du doigt. Mais est-ce que cela a changé quelque chose dans la réalité? Je dirais non, parce que j'ai des exemples. Au contraire, cela a davantage empiré les situations, parce que c'est de l'argent qu'on considère comme de l'argent gratuit, et on dépense ça dans de futilités. Ou c'est au moment où l'argent sort, on est obligé d'utiliser l'argent pour répondre à d'autres questions qui sont des questions vitales qui s'imposent à ces familles-là. Ce que vous dites est dangereux. Ce que vous dites est dangereux. Ce que vous dites est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, avant de donner l'argent à ces gens, on les forme sur l'utilisation de l'argent. D'accord? Moi, la place... Non, je ne parle pas de la microfinance. Non, bien sûr. Même les autres, c'est sûr. Je ne parle pas de la microfinance. Je sais très bien. Je parle de projet H. Oui. Les mobile money qu'on envoie non, il n'y a pas de formation. Non, il n'y a pas de formation. Il est dit ce à quoi l'argent est destiné. On ne lui envoie pas ça comme ça pour y aller. Ça, c'est juste une aide. Une chose est de dire voilà ce à quoi l'argent doit être destiné. Et l'autre chose, c'est l'utilisation que le bénéficiaire en fait. Et c'est de ça. Oui, donc les choses ne sont pas assurées. Mais il n'y a pas d'autres garanties. L'argent n'arrive pas à réduire le choc de la pauvreté ou le niveau de la pauvreté dans les foyers. Alors, donc, moi, je vais vous poser... Enfin, je me dis... Est-ce qu'on aurait bien fait de ne pas les donner? C'est ça? C'est moi qui pose la question. On aurait bien fait de ne pas donner. Oui. En structurant l'économie pour que la richesse que nous avons, ou les chiffres que nous avons au plan macroéconomique, que ça puisse se refléter également sur le panel de ménagères. C'est ça le problème. S'il vous plaît, le débat, ce n'est pas le projet H. Le débat, c'est le projet de... Non, nous sommes dans la continuité du projet de Wadaï. Non, c'est la continuité du projet. Dans le projet de société de Wadaï, il n'y a pas... le projet H n'est pas revenu. Donc, nous allons continuer ce débat. Ce que le projet de société de Wadaï mentionne, c'est 4 axes transversaux. L'agriculture, le tourisme, l'industrie et l'innovation. J'aimerais savoir, Edouard Dodé, ce que vous pensez de ces 4 axes qu'il considère comme des axes transversaux de son programme. Merci. À travers ces 4 axes, on voit clairement la continuité de l'action de Patrice Talon, puisque déjà, sur le plan agricole, nous avons déjà passé, en dehors de la direction de l'agriculture, la direction départementale de l'agriculture, il y a désormais les agences qui gèrent déjà l'agriculture. Donc, ce n'est pas du nouveau. Quand David ne sera pas d'accord avec moi. Donc, déjà, la territorialisation de l'agriculture a commencé avec Patrice Talon. C'est la belle continuité, ce qu'on propose ici. Et même au niveau de l'industrie, on nous a déjà proposé des zones industrielles en dehors de Gros-Digué, puisque lorsque Gros-Digué a été lancé, beaucoup de maires ont tempêté pour dire pourquoi pas nous, c'est nous qui produisons voilà, pourquoi on doit envoyer et ça. Et on nous a dit que dans chaque zone, dans chaque région, il y a des zones qui sont prévues. Donc, c'est la continuité. J'attends de voir dans la pratique quelles sont les industries qui seront affectées à telle ou telle région. C'est ce que nous attendons de voir. Sinon, c'est le reste. Pour le tourisme, là aussi, je ne vois pas du nouveau, puisque il y a eu en 10 ans, beaucoup d'efforts ont été déployés dans le tourisme. Et ça qui fait que aujourd'hui, quand vous voyez le flux de touristes qui visitent le pays, cela a augmenté. Et quand vous voyez, pour ceux qui visitent le sud du Bénin, on voit une certaine attractivité de nos sites touristiques au sud. Par contre, au nord,
je ne vois pas la même ferveur au niveau du nord du pays. Certes, il y a des questions sécuritaires que d'autres dramatisent, encore qu'au nord, tout n'est pas rouge comme certains le disent. Nous sommes au nord, mais nous vivons tranquille et en paix. Donc c'est quelques petites terres, quelques zones, voilà, qui sont et encore sur ce point, nos soldats font des merveilles sur ce point. C'est là où je ne suis pas souvent d'accord avec ceux qui croient que non, la sécurité au nord, si ça ne va pas. Donc aujourd'hui, avec ce projet, je rêve de voir, parce que ça là, ça me fait rêver, je rêve de voir beaucoup plus d'actions dans la partie septentrionale, parce que nous avons des sites touristiques ici aussi, mais qui ne sont pas autant valorisés comme ce qui s'est passé à Ouida, comme ce qui s'est passé à Porto-Novo et à Abomey. Quand je vais à Abomey, quand je vois ce qui se passe à Abomey, c'est vraiment impressionnant. Quand je vois ce qui se fait à Porto-Novo en matière d'investissement touristique, c'est ce que nous voulons aussi. Si on peut également arriver à équilibrer, parce que là, c'est une question d'équilibre. On doit pouvoir équilibrer le développement touristique du Bénin pour que le Béninois qui vit à Caribama ne soit pas obligé de rêver un jour d'aller à Cotonou avant de voir ce que il faut qu'il ait à Caribama ce que celui qui est à Cotonou a, celui qui a... Même si ce n'est pas la même chose, qui ne rêve pas forcément d'être là de voir les merveilles de son pays. Voilà. Chose qui le contente. Voilà. Alors, David Kaba, agriculture, tourisme, industrie, innovation, qu'est-ce que cela vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Industrie locale. Oui. Nous avons un modèle qui fait la fierté dans toute la région, la GDIZ. Oui. Ça, c'est un grand hub. Il dit, plutôt que les produits traversent, sortent des communes à l'état brut, et que tout soit envoyé directement à la GDIZ, on ne va pas faire ça. Une partie pourrait aller à la GDIZ pour fournir des matières premières aux sociétés qui veulent transformer, mais une autre partie reste au niveau local. Mais ce n'est pas industrie locale, c'est juste remasteriser, donner une meilleure structuration à ce qu'on appelle les groupements d'intérêt économique. D'accord. Parce qu'ils font de la transformation, mais avec des outils rudimentaires. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place de véritables industries, c'est-à-dire des petites unités de transformation. Donc, quand on parle d'industrie locale, c'est de cela qu'il s'agit. Innovation. Et vous me permettez d'ouvrir la parenthèse pour revenir à la deuxième réponse de mon cousin. Il dit ce qui fait la différence entre l'Afrique et l'Europe, c'est que les gars font tout pour se rendre la vie facile. C'est ça l'innovation. Regardez tout ce qu'on achète de la Chine, du Nigeria et voilà, des pays d'à côté. Regardez ces micros que vous avez là. Ça ne coûte absolument rien. Regardez, aujourd'hui, n'importe qui fabrique des drones. Nous avons ça au Burkina, etc. L'innovation! Il dit le blanc s'est donné les moyens d'avoir la vie facile. Et pour ça, c'est l'innovation. Trouver des solutions aux problèmes de tous les jours. Et c'est ça qui arrange. Il dit, et c'est là, c'est ça qui a conduit à la naissance des startups, des hubs et des entrepreneurs. Vous voyez un peu? Regardez aujourd'hui le monsieur qui avait le réseau social X, qui est prêt à défier un Donald Trump. C'est un entrepreneur surpuissant. Des États se réunissent pour lancer des hommes sur la Lune. Lui, seul, il tente l'aventure. C'est pour vous montrer un peu l'innovation, ce que ça peut créer, ça peut amener. Alors, on va plus loin. Vous avez parlé de l'artisanat, du tourisme. Le tourisme, aujourd'hui, il y a des labels. Il y a des prototypes. Nous avons Ouida. Nous avons Ganvier qui est en cours. Nous avons déjà plusieurs festivals. Masque, Vodun Days. Alors, je vais vous expliquer la stratégie d'attractivité sur laquelle j'ai publié 15 articles pour montrer un peu la stratégie d'attractivité du gouvernement Talon, qui aujourd'hui doit servir de locomotive et derrière lesquelles les communes doivent pouvoir s'aligner. À travers ces différents labels, ces différents prototypes, disséminés sur l'espace du territoire et sur l'étendue du territoire, il a lancé le phare. iShowSpeed est venu,
Ciara, les gens, les afro-descendants, toutes les stars internationales. Alors, désormais, le Bénin est sur le feu de la rampe. Le Bénin est sous les projecteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les gens vont venir là, il ne faut pas regarder seulement Ouida, Cotonou, tout ça. Il faut maintenant prendre créer des circuits touristiques interconnectés dans tout le pays. Et c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Alors, quand on parle d'innovation aussi, il y a un prototype. C'est Semesiti qui va ouvrir désormais son campus. Écoutez, Patrice Talon a fait quelque chose d'extraordinaire et les Béninois ont encore du mal à réaliser. Il s'agit de quoi? Il s'agit de... C'est un peu comme un gros villageois qui vivait dans sa terre d'argile avec un toit en paille. Comprends, on va le déposer dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï. Il prend la commande, il regarde comment ça marche. Il doit prendre d'abord un temps pour maîtriser, pour s'acclimater, pour se repérer, pour se retrouver, avant maintenant de commencer à avoir des actes. C'est cela que ça va faire avec le Béninois. On avait dit tout ça, que la nuit va là, le Béninois ne peut pas suivre. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le rêve est possible. Il a réalisé l'irréalisable. Et donc, le logo derrière Wadaï, si je dois faire juste ouvrir et fermer rapidement la parenthèse, c'est le Bénin lumineux, le Bénin qui brille, le Bénin qui scintille. C'est toujours le Bénin révélé. C'est le Bénin qui se révèle davantage, toujours, simplement. Le Bénin se révèle et c'est à ce à quoi les deux parties se sont accordés. Ils ont dit, on accompagne ça. Durant 10 ans, ils l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre le parti de UP ou de BAD, d'ailleurs, à l'Aster, à présenter Bénin Horizon 2060? C'est le travail de plusieurs personnes, mais c'est lui qui en a fait la présentation. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre un peu du bémol. Alors, encore que, après le projet de société, il y a le programme d'action. Et c'est là que... De façon plus détaillée. Plus détaillée. D'accord. Alors, que pensez-vous des 6 grandes régions avec à la clé des villages et villes de splendeur et des industries? Moi, à la vue de ce projet, je me dis, bon, on était à 6 départements au temps de Yahi Boni. Quand Patrice Talon est venu, on est passé à 12 départements. Wadaï vient nous proposer 6 grandes régions. Comment vous analysez ça? Le Bénin, non, je crois qu'il en a suffisamment. Permettez-moi de revenir rapidement. Le Bénin a opté pour un seul niveau de décentralisation. C'est le seul pays qui l'a fait. Aujourd'hui, le Bénin décide pour question de meilleure coordination de l'action publique, pour question de meilleure performance, pour question de meilleur suivi. Il faut créer une deuxième échelle de décentralisation entre le niveau central et le niveau local. C'est ça les régions. Oui. Okay? Et les départements alors? Pardon? Ensuite, les départements disparaîtront? Non, les départements existent. Les départements existeront. Mais c'est pour, comme j'ai dit, question de coordination. C'est-à-dire, il faut 6 pôles, 12 départements. 6 régions, 12 départements. Et ils sont 17 communes. Ils sont 17 communes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est cela. C'est cela. Maintenant, écoutez, attendez. Edouard Dodé a laissé croire à tort que nous faisions de la régionalisation des puits. Nous ne faisions pas de la régionalisation. Nous avons juste une totalisation des communes, c'est-à-dire la commune qui a été gérée depuis les agences de coordination des communes depuis le palais là-bas. La cellule, oui. Oui, la cellule. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. La création des SE, comme le disait quelqu'un, est une anomalie nécessaire. Est-ce que vous voyez nécessaire. Non, mais écoutez, lorsque on vivait l'épidémie des destitutions, lorsqu'on vivait la prévarication des ressources publiques, qui n'en sont pas finis malgré la réforme. Nous avons des SE et des PMP qui sont en train de faire des allers-retours du côté du Mistreté. Alors, le problème était à faire. Mais quand il dit que les bains sont devenus oisifs, dans le monde des splendeurs, dans le Bénin Horizon 2060, un maire
doit être dégagé du parti si à mi-mandat, il ne produit pas des résultats. Le maire n'est pas désormais l'homme de bureau dans le contexte de décentralisation. C'est l'homme de terrain. C'est l'homme de terrain. C'est l'homme qui porte la vision. Oui, c'est l'homme qui porte la vision. Et le SE est chargé de mettre en œuvre cette vision. De façon technique et administrative. D'accord. Donc le maire n'est plus oisif. D'accord. Le maire porte l'ambition, les rêves de la ville. Merci beaucoup David Kaba. Vous allez laisser votre vis-à-vis aussi parler. 6 grandes régions avec à la clé des villages, des villes de splendeur, des industries. Vous en pensez quoi? J'attends encore, je réfléchis encore, je médite encore sur cet aspect du projet de candidat pour savoir qu'est-ce qui a poussé ou quels sont les éléments qui justifient la création de ces régions. David a semblé dire tout à l'heure que nous n'avons pas encore commencé par la régionalisation de notre pays, mais je lui rappelle encore quelque chose qui s'est passé sous Patrice Talon. En matière de culture, je pense qu'il y a des pôles qui sont constitués, il y a des responsables de ces pôles-là, il y a des comités, je ne me rappelle plus le nom qui a été donné à ces pôles-là, où vous avez par exemple la zone culturelle Batonou, merci, voilà, c'est quelque chose qui, vous savez, quand vous posez ce travail-là, c'est un travail beaucoup plus scientifique. Ça, c'était en ce qui concerne la chefferie. Non, pas de la chefferie. Non, l'administration culturelle. Oui, c'est un peu comme ce qui a été fait dans le domaine de l'agriculture. Oui, c'est comme des agences. Dans le domaine de l'agriculture, quand vous prenez une ATDA, ce n'est pas lié à un département. Non, c'est lié aux potentialités des communes. Voilà, donc c'est compte tenu des productions qu'on a confiées de manière technique à cette agence-là. Donc ça peut aller dans un département, dans plusieurs départements à la fois. Vous voyez, ce même travail a été fait au niveau de la culture. C'est le nom qu'on a donné à ça que je cherche. Si je sais le directeur, je sais tout à l'heure. Et dans le Borgou, par exemple, il y a Marcel Orofico qui en est le responsable, voilà, qui s'occupe de cette question. Et vous allez voir, ce qui concerne le Borgou, c'est une bonne partie du Borgou et une bonne partie de la Librairie. C'est allé dans les 2 KP. Voilà, une partie de... Ouais, parce qu'on a tenu compte des réalités, de certaines réalités culturelles. Donc, cela a déjà commencé depuis. Maintenant, si aujourd'hui, on nous parle de 6 régions, je ne sais pas si c'est des régions économiques, certainement c'est des régions économiques qu'on va réaliser. Mais, quels sont les éléments qui fondent la création de ces régions-là? Vous savez, les réalités économiques de notre pays ne sont pas forcément en fonction du découpage administratif. Non. C'est ça que révèle la réorganisation de l'agriculture autour des agences territoriales. Parce que là, ça tient compte beaucoup plus des potentialités agricoles dans chaque région. Oui. Cela ne correspond en rien avec le découpage territorial, qui est beaucoup plus administratif. Exactement, oui. Pour répondre à un souci administratif. Oui. Donc ici, les 6 zones ou les 6 régions qu'on nous propose, quels sont les éléments? S'il n'y a pas d'éléments, je pense que les éléments, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, les éléments qui sont... C'est la verticalité. Au niveau central, niveau déconcentré, niveau décentralisé. Mon cher David. D'accord. Au contraire, cela vise davantage la décentralisation de tout son sens. Parce que lorsqu'on crée encore plus de responsabilités ou de responsables à gérer les mêmes entités qui existent déjà, davantage le maire n'aura plus grand chose à faire. Et quand vous dites que, laissez-moi, nous avons des régions. Nos régions sont le département. Nos régions sont le département. Nos régions sont le département. Pour finir sur la question, s'il vous plaît, on a un deuxième sujet. Sur la question, pour finir, quand vous dites que les maires sont, à l'horizon 2060, les maires doivent être des hommes de terrain, des porteurs de vision. C'est ce que la décentralisation veut. Mais la réforme actuelle ne permet pas aux maires de porter de la vision. Comment? Déjà que les maires sont désignés par les partis politiques. Ils n'ont plus de vision. Leur vision, c'est la vision de leur parti. C'est le parti qui leur impose. D'ailleurs, tout récemment, il y a un parti dont je refuse de nommer, qui a imposé aux maires un carré pour nommer, pour constituer son cabinet. Vous voyez déjà combien de fois le maire dépouillé de sa puissance. Les maires sont libres seulement à nommer, seulement une chargé de communication. Non, le secrétaire particulier. En dehors du SP ou de la SP, le maire n'a plus la main libre pour nommer quoi, qui que ce soit.
Non, moi, Quand nous je sommes dans pense ce schéma-là, quelle vision le maire peut porter Porter. et dire qu'il est sur le terrain de Non, nous allons avancer. ça c'est le champ Non, politique non. ou il y a le champ administratif. Oui, Il faut faire le nous allons avancer, et David Kaba, nous allons avancer. Romiar Wadayi promet le chip après le chic. Il promet également que des artistes seront payés. Il promet également qu'il ne sera plus question de demander aux citoyens des actes que l'État lui-même est chargé de délivrer aux citoyens. Que pensez-vous de ces 3 points? Non, mais David écoutez, Kaba. et je suis, entre autres, quelqu'un qui a fait des travaux dans un certain nombre d'hôpitaux. C'est-à-dire, j'ai fait des enquêtes de satisfaction, tant auprès des usagers, c'est-à-dire des communautés, qu'auprès du personnel. Oui. Et je peux vous dire que, malgré l'état de délabrement que nous dénonçons tous dans nos hôpitaux publics au Bénin, aller à Niki et aller demander, la plus grande majorité des patients viennent d'où? On vous dira du Nigeria, des zones à côté, qui trouvent notre système sanitaire 10 000 fois meilleur au leur là-bas. Alors, que l'État, malgré ça, envoie des agents pour aller voir le niveau de satisfaction des populations, voir le niveau de satisfaction du personnel. Et lorsque les gens font les rapports de ces enquêtes, vous allez entendre ce que les agents, dans l'anonymat, ont pu dire pour essayer d'améliorer les conditions de travail. On voit également les récriminations des populations par rapport au traitement qu'il en est. Je vous ai dit ici tout à l'heure, pardon, ce n'est pas à vous, moi j'ai eu la chance, ma femme a accouché au centre de santé de Zongola. Elle a suivi tous ses soins. Elle avait commencé dans une clinique privée, mais après, au bout du, je crois, 5e mois, elle a commencé à aller dans un hôpital public. Mais je ne vous dis pas le bonheur que j'ai quand elle rentre avec tout un sachet de produits gratuits. Quand mon garçon est né, on a amené un petit truc là qu'on a mis sur la langue. On dit pour les 1000 premiers jours de l'enfant. Toutes les vitamines y sont pour que tant l'enfant du riche qui mange des pommes de terre et des pommes sauvages, du raisin, etc. Pour le pauvre qui ne l'enfant je sais pas, le pauvre qui ne peut pas acheter cela à son enfant, qui prennent de ces compléments alimentaires là pour pouvoir avoir l'équilibre. Moi, nous avons parlé ici tout à l'heure avec quand vous avez une carte biométrique. On parle du chic et du chip. Non, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire déjà tout ce qui est en train d'être fait. Mais maintenant, lorsqu'on sait que Mbanamassi allait se promener un peu partout dans les pays d'Arabie Saoudite pour ramener quelques matelas, des matelas, tout ça là, je crois que ça fait honte. Aujourd'hui, avec le chip, le maire Charles Tokor témoignait de ce que un patient a été envoyé en Afrique du Sud et au Togo, en France, un peu partout, ils n'ont pas pu régler sa pathologie. C'est au chic là qu'ils ont pu résoudre ça. Et il dit que les exemples sont légion. Pour dire que la performance et la spécificité de ces hôpitaux ne font aucun doute. Alors, pour moi, c'est une grande joie que d'accueillir ce centre hospitalier-là, qui, pour moi, entre dans le cadre de la vision d'un équilibre général et régional. Dont parlait Edouard Dodé. Vous voyez un peu? Alors, il sera payé des salaires à certains artistes. J'ai été coordinateur d'une start-up qui fait la promotion de l'art, la culture et le tourisme via le digital. Et je peux savoir, parce que nous avons quand même créé ce qu'on appelle des résidents d'artistes, où nous mettons entre 4 murs des artistes qui produisent durant un moment et se font évaluer. Alors, quand vous connaissez ce que c'est qu'un artiste à l'extérieur, vous savez que le Bénin amène des artistes pour aller exposer à l'extérieur. Vous savez ce que ça fait comme argent pour ces artistes-là. Nous avons parlé tout à l'heure ici de ceux-là qui ont des startups dans le domaine de l'innovation. Dans le domaine de l'art, c'est aussi une niche financière. La preuve, moi j'ai été touché par un type qui voulait acheter des objets d'art venus du Bénin. Il précise que c'est des Bénin. Il m'a même donné des zones. Il m'a dit exactement ce qu'il recherche. Ça vaut de l'or là-bas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir reconnaître ce potentiel-là, mettre les jeunes à l'œuvre, mais avant tout, les mettre dans les meilleures conditions
pour pouvoir réfléchir. C'est un travail d'esprit, c'est un travail intellectuel, et il faut vraiment être dans les meilleures conditions. Comme vous, Edouard, avant d'accoucher votre chronique. Et moi, je pense que donner donc des salaires en sélectionnant les meilleurs. Et les inviter à produire davantage. Pour moi, c'est une prime au talent, c'est une prime à leur engagement, à leur énergie. D'accord. Et c'est une émulation. Pour moi, c'est tout bon. Alors, Edouard Dodé, il ne sera plus question pour l'État de demander à un citoyen de délivrer, de fournir un casier judiciaire. Or, c'est l'État lui-même qui délivre le casier judiciaire. Le programme de société du candidat Wadayi dit que ça va prendre fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je crois que c'est un pan de ce projet que nous saluons, parce qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Bon, même si ce n'est plus comme avant, puisque il y a eu beaucoup d'allègements, il y a eu beaucoup d'avancées sur ce terrain, de sorte que vous n'allez plus forcément dans votre lieu de naissance avant de faire la demande de votre casier judiciaire. Ça se fait en ligne, depuis votre salon, depuis votre chambre pour accoucher, vous pouvez lancer. Mais pourtant, ce n'est pas encore ce que cela doit être, puisque c'est un document que l'État nous fournit, donc ça doit venir de manière la plus aisée, sans qu'on ait de soucis à formuler la demande, parce qu'aujourd'hui, tout ce ça rapporte, c'est également les tracasseries parfois liées à la connexion et autres, c'est des choses qui doivent s'améliorer dans le temps. Donc, pour moi, c'est une continuité normale. Maintenant, revenons sur les autres aspects de cette question, commençant par le dernier aspect abordé par David Kaba avec beaucoup... Non, je vais chuter au niveau de la santé. Laissez-moi commencer par les artistes qui auront un salaire. C'est là où je vois encore que c'est pour bluffer. Qu'on m'en excuse beaucoup, je vois que c'est pour bluffer davantage les artistes, parce que c'est aussi ceux-là qui sont dans une certaine attente depuis quelques années. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez les spectacles, combien de spectacles nous avons encore dans le pays, de sorte à ce que les quelques spectacles qui sont organisés, les gars se battent pour pouvoir trouver une place là-dessus. Parce que si vous ne prestez pas à vos Days, si vous ne prestez pas à We Love Eya, qu'est-ce qu'il reste encore? Si ce n'est que quelques privés qui, de leurs maigres ressources, font l'effort parce qu'ils aiment là, ils financent comme Barnabas Oroukouman, qui invite ces artistes pour venir prester, tout au moins dans l'année, ils effectuent au moins une sortie, même si le cachet n'est pas ce que cela doit être. Donc je pense qu'il y a d'autres leviers sur lesquels on doit agir pour mettre l'artiste à l'aise que de lui donner un salaire. J'espère que vous avez écouté Angélique Kidjo. Non, laissez-moi finir sur la question. Le système de l'art au Bénin, la créativité au Bénin, je pense que nous avons une particularité que d'autres pays n'ont pas. Dit que on va créer de salaire à certains artistes, c'est tuer l'émulation chez d'autres artistes. Parce que c'est une question de talent. Et le talent, ce n'est pas forcément ce que nous voyons là. Je vais vous donner quelques exemples très simples, pratiques. Des artistes qui ont été très talentueux dans ce pays-là, au début de leur carrière, quand ils ont eu des meilleures conditions, c'est à ce moment qu'ils sont devenus nuls. Si vous voulez, je vais vous donner des noms. Début d'abord. Aujourd'hui, est-ce que vous écoutez encore du début d'abord par rapport à son début? Sagouan Danialou, sa dernière sortie, il a fait ça chez... beaucoup plus pour dire non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. La dernière sortie de Sagouan Danialou, le Baobab, c'est une sortie très attendue. Mais à l'arrivée, est-ce que cela comble les attentes? Mais pas parce que les moyens ont manqué. Et encore, c'est l'une des grandes maisons en matière de production actuellement au Bénin qui a fait sortir ce produit-là. Mais quand vous écoutez le contenu, c'est pour vous dire que ce n'est pas quand on va créer un salaire pour l'artiste que ça va améliorer la qualité de la production. Ce qui permet l'amélioration de la qualité de la production artistique, c'est ailleurs. Au moment où non, laissez-moi faire. Oui, je le dirai. Au moment où Sagouan Danialou produisait des sons qui sont devenus des tubes jusqu'à ce jour, vous allez voir qu'il y avait des spectacles un peu partout. Dans la sous-région même, des artistes béninois, les orchestres du Bénin, allaient au Burkina, allaient en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin surtout. Il y avait des clubs à Cotonou en ce temps-là qui animaient correctement. Et ça vivait. Parce que il y avait une industrie culturelle
qui se mettaient développé. en place en ce temps-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu l'industrie culturelle au Bénin? D'accord. Pour finir avec le chic, le Et chic, c'est vraiment intéressant pour ne pas reprendre ce que David vient de dire, puisque nous savons que le système sanitaire au Bénin par rapport à la sous-région, il y a des avancées qui font que certains frères de la région sont obligés, ou de la sous-région sont obligés de se rabattre chez nous ici pour se faire soigner. Comme certains également dans l'Atakora sont obligés d'aller à Kara, au Togo, pour se faire soigner. C'est une réalité que nous ne voyons pas souvent. Mais je pense que au-delà, ou avant même, le chip qui pourrait prendre du temps pour être une réalité, bah, je ne doute pas de sa réalisation. Si nous avons pu réaliser le chip ne sera pas impossible. Mais je pense que ça peut prendre du temps au moment où il y a d'autres urgences dans nos formations sanitaires. Aujourd'hui, beaucoup, quand ils sont référés au CHD Borgou ou dans d'autres hôpitaux publics de la place, ils ont peur. Moi, je connais des gens qui ont été référés au CHD Borgou et à l'Achia, à Parapou ici, mais qui ont préféré aller se faire soigner dans un hôpital confessionnel américain. Vous avez des hommes comme ça. Ouais. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on va m'accorder toute l'attention qu'il faut? Est-ce que j'aurai le plateau technique qu'il faut? Est-ce que j'aurai le personnel disponible pour faire le travail comme cela se doit? Donc, ils préfèrent aller. Qu'est-ce que les hôpitaux confessionnels proposent de mieux? C'est ce qu'il faut corriger. C'est ce qu'il faut apporter au niveau des hôpitaux publics. Pour finir avec ce sujet, malheureusement, on ne pourra plus aborder le deuxième point de ce débat. Les démocrates, le temps s'en est allé. Nous allons rectifier ce que nous avons mal fait en parlant de la justice et de la démocratie. De quoi parle Wadayi à ce niveau? David, qui semble être en plein dans le projet de société. Non, je pense que le candidat n'a pas été très bavard sur ce sujet assez sensible et sur lequel tant les acteurs politiques que les populations l'attendent. Il faut le comprendre parce que il n'a pas été, je ne dirais pas l'instigateur, mais il n'a pas été celui-là qui a pris les devants. Celui-là qui est pointu du doigt en ce qui concerne cette crise. Oui. Et jusqu'à ce qu'il soit président, je crois qu'il doit faire profil bas sur cette question, qui est suffisamment sensible. Ce que je voudrais rappeler, c'est que, à l'instar de Patrice Talon, qui dit il faut relativiser la démocratie sous les tropiques. Les réalités à l'extérieur sont tout à fait différents qu'en Afrique. Là-bas, ils n'ont pas besoin d'eau, là-bas, ils n'ont pas besoin d'électricité. Ils demandent d'autres choses. Ils ne demandent pas des questions de survie. Ils demandent des choses de confort. La cerise sur le gâteau. Alors, ici, pourquoi alors appliquer leur démocratie? Pendant que nous, ici, du minimum. On souffre du minimum. C'est là que je suis d'accord, il faut discipliner la classe politique. Qui t'attendent vers le modèle chinois, dont Edouard fait si bien l'éloge. Oui. La preuve en est qu'il a gagné un prix pour ça à l'ambassade de Chine. Alors, il a regardé, il dit, il faut discipliner. C'est pourquoi il prône le modèle chinois voilà, qui devait porter le candidat Wadayi et non ce que... Voilà. Selon le modèle chinois, c'est le parti communiste qui porte sur le candidat. Oui. C'est le parti qui désire le candidat et c'est le parti qui fait le programme. Juste que c'est le parti unique là-bas, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que c'est Patrice Talon qui est le seul. Qui est pointé du doigt. Qui, d'ici la fin de son mandat, est capable de faire bouger les choses. Et donc, moi je pense que sur cette question, il a été très prudent, tout en laissant quand même des perspectives d'espoir. Alors, Edouard Dodé, vous l'avez dit, les questions sécuritaires vous tiennent vraiment à cœur. Et voilà la phrase qu'a lancée Omia Wadayi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une phrase qui annonce une certaine rupture entre la manière dont la justice est administrée aujourd'hui par rapport à ce qui vient. Parce que beaucoup de Béninois ont l'impression que
la justice est instrumentalisée ou est politisée, de sorte à ce que la justice est perçue par certains Béninois comme le chien de garde de la politique. Surtout quand je parle de la justice, je ne parle pas de la justice dans sa globalité, parce que quand même certaines langues tentent de peindre en noir cette justice-là, il y a eu beaucoup d'avancées. Quand vous prenez par exemple la création de la Cour spéciale des litiges liés à la terre, qui est à Calavi. Voilà, c'est une avancée parce que aujourd'hui ça désengorge les tribunaux des affaires des litiges qui étaient en même temps remplis. Donc aujourd'hui c'est une avancée. Mais par contre, quand vous prenez par exemple la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui aujourd'hui va au-delà de ce cycle-là, puisqu'il y a même les infractions liées aux gens qui se sont ajoutés lorsqu'il y a des viols, tout ça, c'est toujours la criette. Beaucoup ont l'impression que qu'il est temps d'évaluer, de faire le point de ce que, par exemple, cette juridiction a apporté à la justice béninoise et ce qu'elle n'a pas bien réussi. Je pense que cette phrase du candidat nous donne cette perspective de ce que les réformes en matière de justice au Bénin seront évaluées de la bonne manière pour que des résolutions soient prises, pour que les gens n'aient plus l'impression que la criette, c'est contre les hommes politiques et autres, puisque nous avons vu aujourd'hui, quand vous prenez les gros clients, ce n'est pas forcément des gens de la mouvance, c'est de l'opposition. Donc il faut que quelque chose soit corrigé sur ce point-là. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne peut pas aborder le deuxième point de notre débat. Nous allons revenir sur une autre émission pour parler des démocrates. On a parlé aujourd'hui de Romeo Wardani, le candidat de la mouvance présidentielle, le duo Wardani-Talata, qui a présenté son projet de société le samedi dernier. Nous avons eu l'avis de chacun de nos débatteurs, Edouard Dodé et David Kaba. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Déballage. Au revoir.